Bonjour à chacune et à chacun, et désolé de ne pas pouvoir être avec vous en direct ce matin. Merci beaucoup pour l'invitation à Géraldine. Je vais partager immédiatement mon écran pour commencer cette présentation tout de suite. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Voilà, donc la demande qui m'a été faite par Géraldine, c'est de vous parler de l'extraordinaire travail de l'équipe de Donella et Denise Meadows, 1972 au MIT, et de ses retombées aujourd'hui, 50 ans plus tard. Alors, premièrement, je voudrais engager une toute petite réflexion d'ordre épistémologique sur le type de savoir que nous engageons lorsque nous réfléchissons à la fois au rapport Meadows et à ses suites. Ce que je vous ai écrit là sur le slide, c'est qu'il y a au moins, en tout cas, il y a une partition classique qui consiste à dire, au fond, nos connaissances se divisent en trois types de savoir. Un premier qui est un savoir systématique, qui est celui qui est le plus souvent assimilé à la science, qui consiste à essayer de décrire les choses telles qu'elles sont ou telles que nous les comprenons. Le deuxième qui est un savoir orienté vers un objectif normatif, qui consiste à dire réfléchissons ensemble sur les objectifs que nous pouvons nous attribuer à nous-mêmes. Donc, par exemple, les fameux Sustainability Development Goals, les objectifs du développement durable que les Nations Unies se sont attribués à elles-mêmes en 2015. Ça fait partie d'une catégorie de savoir qu'on pourrait appeler les Target Knowledge. Et puis, troisièmement, Transformative Knowledge, c'est-à-dire un savoir sur comment on va de la situation aujourd'hui, qui est décrite par le premier type de connaissance, vers l'objectif qu'on s'est fixé avec le deuxième type de savoir. Et par exemple, les SDGs ne disent rien du tout sur le chemin qui conduit de la situation que nous connaissons aujourd'hui à l'accomplissement de ces objectifs de développement durable en 2030 ou en 2035. Et donc, il n'y a pas de feuille de route. Alors, l'intérêt du travail de Meadows, je crois, c'est que c'est un exercice de prospective qui combine ces trois types de savoir. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de la construction du modèle World 3, manifestement un savoir d'ingénieur systématique. Il y a également des objectifs normatifs qui se sont attribués, que l'équipe s'est attribuée à elle-même, qui est avoir un développement soutenable dans les décennies qui viennent. Et puis, il y a aussi des scénarios qui permettent de tracer le chemin d'aujourd'hui à une situation soutenable ou non, à horizon, par exemple, 2050. Voilà. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, à l'équipe de Georgetown University, c'est de reprendre ces trois types de savoirs, de les articuler en étant conscient, en essayant d'être conscient des transitions d'ordre épistémologique que, évidemment, nous effectuons tous les jours entre l'un ou l'autre type de connaissances. Et puis, il y a une autre distinction que je voudrais opérer, qui, elle, provient d'un travail de Bouchot, qui consiste à dire, au fond, il y a trois types de modèles, et cette distinction, à mon avis, est utile pour les économistes. Il y a des modèles phénoménologiques, c'est-à-dire des modèles qui prétendent pas expliquer ce qui se passe, qu'on observe, mais qui décrivent des phénomènes et qui se contentent de vouloir rendre compte des phénomènes. C'est déjà pas si mal. Il y a ensuite des modèles dits fondationnels, sont ceux qu'on connaît plutôt en physique théorique, qui prétendent expliquer la nature des choses. Et puis il y a des modèles métaphoriques qui ne prétendent pas expliquer, mais qui racontent des histoires, disons, paraboliques ou métaphoriques, qui tentent de donner un sens à ce que nous observons. Alors, la plupart des modèles microéconomiques sont des modèles d'ordre métaphorique. Un certain nombre de modèles traités par les économistes sont phénoménologiques. Et le modèle Meadows était plutôt d'ordre phénoménologique, même s'il n'y avait pas un seul économiste dans l'équipe. Et puis, il y a un certain nombre de modèles prétendument fondationnels. Alors, en physique théorique, c'est très clair, mais en économie, c'est plutôt les modèles du type DSGE, vous voyez, ou bien les modèles du type équilibre général calculable, qui prétendent rendre compte de la nature des choses à travers l'interaction des atomes individuels que sont les entités économiques dans l'économie, du point de vue de cette approche. Alors, nous, ce qu'on fait à l'équipe de Georgetown University, c'est certainement des modèles à la fois phénoménologiques et fondationnels. Et le modèle de Meadows, lui, était un modèle strictement phénoménologique. Vous allez voir la différence. Alors, donc Meadows, vous connaissez tous. Le rapport a été construit autour d'une dizaine de scénarios. Les deux premiers conduisaient à des collapses, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est le scénario 1, collapse autour de 2050. Et puis, les 8 suivants conduisaient à des situations plus sympathiques disons, de stationnarité soutenable quelque part autour de la deuxième moitié de ce siècle. Comme vous savez également, le travail de Meadows était construit avec un système dynamique non linéaire, c'est-à-dire la construction de boucles de rétroaction entre différentes entités. Donc là, c'est une version très simplifiée du modèle de World 3. En réalité, il est beaucoup plus complexe que ça. Mais vous voyez que l'idée, c'est que vous avez des boucles de rétroaction. Donc, par exemple, la taille de la population rétroagit sur elle-même, sur sa propre progression démographique, mais elle a un impact sur les services
les demandes de services à la personne, qui lui-même a un impact sur, par exemple, l'éducation, qui lui-même a un impact sur la fertilité, etc. Et, par exemple, le type de service que le capital peut rendre a un impact sur les services à la personne qui sont rendus, et donc sur la population, etc. Alors, je voudrais rester 3 minutes sur cette question de la dynamique, parce que je crois que la dynamique est absolument essentielle, et c'est le premier aspect qui distingue à la fois ce qu'on fait l'équipe de Meadows et ce que nous faisons nous à Georgetown de 99% de ce qui est fait par les économistes conventionnels contemporains. Disons que ce que nous essayons de faire, nous, c'est de nous inscrire dans la trajectoire de ce qu'on appelle la complexity economics aujourd'hui, donc l'économie de la complexité. Et de ce point de vue-là, à la fois, je crois, nous sommes fidèles à l'intuition de Meadows et en même temps, nous faisons quelque chose qui est complètement absent du travail de Meadows puisqu'il n'y avait pas une ligne d'économie dans le modèle de Meadows. Alors, la complexité économique, elle consiste simplement à dire que si vous connaissez un tout petit peu vous avez fait un tout petit peu de micro, de théorie des jeux, il n'est pas vrai que les êtres humains, dans un contexte réel, jouent des équilibres de Nash, ou en tout cas n'importe quel type d'équilibre compris et conçu comme étant celui sur lequel les joueurs doivent se coordonner en théorie des jeux, mais ils apprennent en tâtonnant à mimer un équilibre de Nash. Et donc, il y a un très beau travail, par exemple, par l'équipe du Santa Fe Institute qui essaie de montrer ça. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, vous pouvez regarder. Et ça, par contre, c'est vraiment ce qu'on observe dans un certain nombre de situations. Si au moins il y a suffisamment d'informations disponibles et si les agents ont le temps, les joueurs ont le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Voilà. En aucun cas, cependant, et l'économie expérimentale le confirme bien, en aucun cas, les gens, les êtres humains comme vous et moi, ne jouent véritablement en situation réelle des équipes de Nash. Au mieux, ils s'engagent dans des dynamiques qui peuvent éventuellement converger vers des équipes de Nash. Et c'est ça, à mon avis, l'intérêt, c'est ce que nous essayons de faire. Donc là, je vous ai mis une photo d'un paysage lunaire, et donc vous voyez une espèce de terrain de golf avec des trous, des crevasses, des collines. Bon. Donc imaginez, donc pour ceux qui connaissent ça, c'est l'espace des phases d'un système dynamique. Imaginez que vous représentiez votre économie comme une boule, par exemple une balle de golf, que vous allez jeter dans ce terrain lunaire. Alors cette balle, elle va évoluer à droite, à gauche, elle va entrer peut-être dans un cratère, puis elle va en ressortir s'il a suffisamment d'impulsion. Puis finalement, elle va quand même finir par se stabiliser quelque part, et probablement au fond d'un cratère. Il est possible aussi qu'elle se stabilise au sommet d'une de ces petites collines, mais vous voyez que la probabilité que ça arrive est très faible, parce qu'il suffirait d'une petite pitchnette, un petit coup de vent, n'importe quoi, pour qu'elle ne reste pas au sommet de la colline. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre instable. Alors que si elle se stabilise au fond d'une crevasse, eh bien, même si vous la perturbez un tout petit peu, elle va rester au fond de la crevasse. C'est ce qu'on appelle un équilibre stable. Et donc, au fond, ce que nous essayons de faire, nous, à Georgetown University, dans mon programme, le programme de justice environnementale, c'est d'étudier ce paysage lunaire pour un certain nombre d'économies. Travail qui n'a pas été fait par l'équipe Meadows. L'équipe Meadows a fait essentiellement de la simulation numérique. Donc, elle a fait un certain nombre d'hypothèses. Elle a dit, supposons qu'on envoie la balle de golf dans telle direction à tel moment et avec telle inclinaison. Voilà dans quelle direction elle est supposée terminer. Et donc, les trajectoires que je vous montrais précédemment, qui sont très connues, celles-ci, elles vous montrent en fait une destination possible de la balle de golf sur ce terrain. Et éventuellement, si c'est un collapse, un effondrement, elle termine au fond d'un cratère qui correspond éventuellement à un effondrement. Vous voyez. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est plus ambitieux, c'est de décrire la totalité des trajectoires possibles, quel que soit le point de départ de l'économie, pour comprendre vraiment et analyser vraiment la dynamique d'un point de vue théorique, qu'on en sache davantage sur quelles sont les options possibles, quels sont les cratères, les collines, pour comprendre comment on peut éventuellement orienter l'économie. Alors, le point de départ du travail qu'on fait, nous, qui n'est évidemment pas dans Meadows, puisqu'il n'y a pas une ligne d'économie chez Meadows, comme je l'ai déjà dit, c'est ce qu'on appelle la stock flow consistency en anglais, c'est-à-dire l'idée que un modèle économique, pour être rigoureux, doit être cohérent en termes de stock et de flux. Autrement dit, à chaque instant, les stocks que vous observez, par exemple le stock de capital, qui est ici, doit toujours être égal au résultat de l'histoire des variations de ce stock dans le passé. Alors vous me direz, c'est très simple comme critère. Évidemment, tous les modèles vérifient ce critère. La réponse est non, malheureusement. La plupart des modèles néoclassiques en économie ne vérifient pas ce critère, pour une raison relativement simple, qui est que très souvent, on ne peut même pas faire la distinction entre les stocks et les flux. Si vous connaissez un tout petit peu la théorie de l'équilibre général, par exemple, je vous demande, est-ce que d'après vous, les dotations initiales dans un modèle de Haro-Debreu, ça constitue un stock ou un flux? Je vous mets au défi de me répondre. Donc en réalité, la distinction stock-flux n'est même pas pertinente dans les modèles néoclassiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les modèles dynamiques.
sont des modèles entièrement statiques où tout est supposé advenir déjà à l'équilibre, dans lesquels la distinction même entre un stock et un flux a disparu. Alors, dès lors qu'on fait vraiment de la dynamique et qu'on dit, ben, je ne sais pas si l'économie est déjà au fond d'un cratère ou au sommet d'une colline. En revanche, je sais que ma balle de golf va évoluer entre ces différents cratères. Et donc, moi, ce que je veux décrire, c'est une dynamique hors équilibre de la balle de golf. Du coup, je suis obligé de tenir compte de la distinction stock-flux et je suis obligé d'avoir des critères de cohérence minimaux qui me permettent de vérifier que je ne raconte pas n'importe quoi. Donc là, ici, ce que vous avez, c'est un exemple très simple du type de modèle qu'on utilise nous, en prolongement de ce qu'a fait Meadows. Ici, vous avez simplement trois types d'agents. Vous ne voyez pas très bien parce que c'est caché par ceci. Mais là, c'est la colonne des ménages. Ici, c'est la colonne des entreprises. Là, c'est la colonne des banques. Évidemment, il faudrait rajouter la colonne du service public, du gouvernement, le reste du monde dans une économie ouverte, etc. Mais c'est pour vous montrer un tout petit peu comment on construit le squelette de l'économie. Et donc, vous voyez, par exemple, on dit, du côté des ménages, vous avez des dépenses de consommation, c'est compté négativement, et ces dépenses, ça constitue un profit, une entrée en tout cas d'argent pour l'entreprise, qui gagne ceci, qui va le dépenser, par exemple, en financement de l'investissement, qui va aussi avoir des transformations du côté de ses inventaires, de ses invendus. Tout ça, ça va donner lieu à l'équivalent d'un PIB qui est ici. L'entreprise, elle, va payer des salaires, donc ça c'est négatif, et ces salaires vont arriver positivement dans le compte en banque des ménages, etc. Alors, une fois qu'on s'est donné ce squelette, la question, c'est de faire vivre le squelette en écrivant ce qu'on appelle des équations différentielles qui vont décrire l'évolution à travers le temps des différentes entités qui sont ici. Par exemple, de la consommation, le capital, les inventaires, les salaires, etc. Alors, pour ça, on construit donc des systèmes dynamiques. Ici, vous avez un exemple très, très simple où vous avez deux variables uniquement. Ça, c'est la part des salaires dans le PIB. Et ça, c'est le taux d'emploi, lambda. Donc, la part des salaires dans le PIB, elle est variable, elle est endogène. Et c'est une des coordonnées, si vous voulez, de notre balle de golf dans l'espace des phases que nous décrivons avec nos systèmes à nous. Sachant que dans la plupart des modèles néoclassiques, la part des salaires dans le PIB est considérée comme constante, alors qu'évidemment, elle ne l'est pas dans la réalité. Pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme constante? Évidemment, parce qu'à l'équilibre, elle sera constante. Simplement, nous ne postulons pas que nous sommes déjà à l'équilibre et nous regardons les variations de la part des salaires dans le PIB hors équilibre. Et vous savez que dans la plupart des pays industrialisés, cette part des salaires a diminué au cours des 20 dernières années. Alors ici, le narratif, comme on dirait en franglais, de cette simulation, c'est très simple. L'économie démarre ici, la balle de golf est ici, et puis elle est entraînée dans un cratère, et elle circule, vous voyez, elle tourne, donc vous avez des cycles endogènes, et elle finit par se stabiliser au fond du cratère qui est ici. Ça, c'est l'équilibre de long terme. Donc ça, c'est un exemple très très simple où l'économie a été piégée par un petit cratère, et elle finit par se retrouver le long d'un équilibre de long terme au fond de ce cratère. Alors, il y a plein de papiers que je citais ici qui décrivent la théorie de tout ceci. Je ne vais pas entrer du tout dans les détails. Là, vous avez une version en dimension 3. Donc, de nouveau, vous avez ici la part des salaires dans le PIB. Là, sur cet axe-ci, vous avez le taux d'emploi. Et puis ici, vous avez le ratio dette privée sur PIB. Non pas la dette publique, mais la dette privée. Pourquoi? Parce que ce qu'on a observé, c'est une observation empirique, c'est que la dette privée compte beaucoup, beaucoup plus que la dette publique pour décrire la trajectoire d'une macroéconomie, d'une économie. Ici, le récit est le suivant. L'économie démarre ici. Ça, c'est la balle de golf. Je l'envoie sur le terrain de golf, si vous voulez, sur mon terrain lunaire. Elle cycle ici. Là, elle finit par se stabiliser. Autrement dit, le ratio dette privée sur PIB cesse d'augmenter à cet endroit-là. Et puis là, l'économie est piégée dans un petit cratère et elle finit par converger au fond de ce cratère ici, qui est un équilibre de long terme. L'intérêt de cette approche, c'est que nous pouvons faire des choses qui étaient inaccessibles à l'équipe Meadows, c'est-à-dire étudier ce qu'on appelle les bassins d'attraction d'un équilibre. Alors, ici, vous avez de nouveau les trois variables dont je vous ai parlé, la part des salaires dans le PIB, le taux d'emploi, le ratio dette privée sur PIB. Là, vous avez un équilibre de long terme, ça c'est le fond du cratère, et ça, c'est le bassin versant, si vous voulez, ou le bassin d'attraction de cet équilibre. C'est l'ensemble des points à partir desquels, si je lance ma balle dans cet objet-là, elle finira inévitablement par converger vers cet équilibre. Autrement dit, si vous pensez à mon paysage lunaire, par exemple, probablement le bassin d'attraction ici, c'est l'ensemble de la surface du cratère qui est ici, avec le bord éventuellement, si le bord est incliné dans la bonne direction. Vous voyez? Ça, c'est un bassin d'attraction. Et du coup, de pouvoir concevoir, si vous voulez, le paysage dynamique d'une économie de cette manière, ça nous permet de pouvoir poser des questions qui sont inaccessibles évidemment aux économistes néoclassiques, mais qui n'étaient pas accessibles non plus à l'équipe Meadows, qui consiste à dire, supposons que nous puissions identifier que l'économie se trouve dans tel bassin d'attraction. Alors nous pouvons simuler l'équilibre vers lequel probablement elle va converger. Si cet équilibre n'est pas intéressant,
Et s'il y en a un autre un peu plus loin, s'il y a un autre cratère, si vous voulez, alors la question devient, quel type de politique publique pouvons-nous mettre en œuvre pour piloter l'économie de ce bassin d'attraction vers un autre? Vous voyez. Donc ça ouvre la porte à une compréhension de la politique publique très très largement renouvelée, à la fois par rapport à ce que peuvent faire les économistes néoclassiques et par rapport à l'équipe Meadows. Un point sur la falsification empirique de ce travail. Vous savez que un physicien, Turner, a en 2014 testé la fiabilité des prospectives, des scénarios prospectifs de Meadows avec ce qui s'est véritablement passé sur la planète entre 1972, c'est ici, et le moment où lui-même fait sa vérification, ce qu'on appelle le backtesting. Alors ici, ça s'arrête en 2000, mais il l'a repris ensuite un peu plus tard jusqu'en 2014. Et malheureusement, alors heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il a trouvé que sur les 10 scénarios, il y en a 2 qui collent très bien avec ce qu'on a observé. Donc ça veut dire qu'en 72, l'équipe Meadows était capable de faire un modèle monde qui, backtesté 30 ans plus tard, marche très bien. La mauvaise nouvelle, c'est que les 2 scénarios qui marchent sont les 2 qui nous envoient vers des effondrements au cours du XXIe siècle. Alors, aparté un peu espiègle là-dessus, si vous essayez de faire du backtesting avec des modèles macro conventionnels, ils ne résistent pas plus de 2 ans en moyenne. Au bout de 2 ans, ils sont complètement faux. Donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas une ligne d'économie dans le modèle de Meadows, celui-ci se conduit beaucoup, beaucoup mieux que n'importe quel modèle macroéconomique conventionnel lorsqu'on fait du backtesting. Ceci nous explique probablement pourquoi les économistes, en vérité, ne font jamais de backtesting. Alors nous en avons fait un avec nos modèles à nous. Il y a différentes spécifications de ce modèle, je n'entre pas dans le détail. Il y a la version de l'ETF, il y a la version CES. Géraldine reconnaîtra bien de quoi il s'agit. Et ce que nous trouvons, aux surprises, c'est que notre modèle se conduit beaucoup, beaucoup mieux que tous les modèles néoclassiques conventionnels, se conduit même mieux que ce qu'on appelle un VAR, qui est un modèle vectoriel autorégressif, qui est ce qui est considéré comme le golden standard par les macroéconomistes conventionnels, c'est-à-dire juste le prolongement linéaire du passé d'une économie. Et donc la plupart des macroéconomistes estiment qu'on ne pourra jamais faire mieux qu'un VAR, parce que le VAR prolonge simplement et qu'il y a une très forte inertie dans l'économie. Nous, ce que nous avons montré, c'est qu'en réalité, même à court terme, même à 6 mois, même à 1 an, la non-linéarité de la dynamique que nous étudions permet de capturer des phénomènes que la linéarité du prolongement VAR oublie complètement et néglige complètement. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ce que nous faisons performe, comme on dirait en anglais, beaucoup, beaucoup mieux que les modèles néoclassiques standards et que le modèle VAR. Alors, deuxième point, je voudrais souligner, qui est complètement absent de l'analyse de Meadows, c'est l'économie et la monnaie. Comme il n'y a pas d'économie dans le modèle de Meadows, il n'y a pas de monnaie a fortiori. Or, nous, ce que nous montrons, c'est que prendre en compte la monnaie est absolument central. Premièrement, la dette privée, ça compte. Donc là aussi, je pourrais rentrer dans le détail, mais si vous voulez, il n'y a pas de dette dans le modèle Meadows. Ce que nous montrons, par exemple, c'est que quand bien même il n'y aurait pas trop de destruction de capital à cause du dérèglement climatique, celle-ci, le peu de, disons, même une version assez optimiste de la mesure des dommages induits par le réchauffement climatique sur l'économie mondiale peut provoquer des catastrophes à cause de l'accumulation de dettes privées. C'est-à-dire que le secteur privé est obligé d'investir et de surinvestir pour compenser les dommages induits par le réchauffement climatique sur le capital. Ce surinvestissement n'est finançable que grâce à de la dette privée. Cette dette privée finit par étrangler l'économie mondiale qui s'effondre, pas tellement ou pas directement à cause du réchauffement, mais à cause de l'accumulation de la dette. Alors, deuxièmement, il y a évidemment des cycles d'affaires endogènes, ça je vous l'ai déjà montré. Il y a plusieurs équilibres possibles, ce qui est un contraste très fort avec, disons, les rares modèles néoclassiques. Vous avez vraiment la dynamique hors équilibre. Je pense en particulier au modèle de Solow, pour ceux qui connaissent. On récupère bien comme cas particulier l'équilibre de Solow, mais c'est un des équilibres parmi beaucoup d'autres. Et il y a d'autres équilibres, par exemple des équilibres catastrophique de déflation par l'excès de dette privée. Et puis, dernière propriété sur cette slide, on retrouve aussi l'arbitrage traditionnel à la Phillips entre avoir beaucoup d'inflation à long terme, mais très peu de sous-emploi, versus avoir très peu d'inflation, mais beaucoup de sous-emploi. Voilà, autre propriété générale qu'on trouve dans ce type de modèle que nous étudions, nous, et qui est évidemment inaccessible au modèle de Meadows, c'est la question des inégalités. Ce qu'on montre, c'est que les inégalités de revenus ont un véritable impact sur la trajectoire macroéconomique de l'économie, et qu'en particulier, si vous avez un excès d'inégalité de revenus, ça peut piloter l'économie vers le bassin d'attraction, donc vers le cratère au sens du paysage lunaire, qui est celui de l'équilibre déflationnaire par la dette dont je parlais ici, qui est un équilibre à la Fisher, si vous voulez, un équilibre catastrophique où vous avez extinction asymptotique de toute activité économique, plus de salaire, 100% de chômage et un effondrement de l'économie.
Deuxièmement, la fameuse inégalité qui a été rendue très populaire par le travail de Thomas Piketty, R supérieur à G, R c'est le rendement du capital, G c'est le taux de croissance de l'économie réelle. Ce que nous montrons, c'est que cette inégalité-là, lorsqu'elle est vérifiée, elle n'implique pas une augmentation des inégalités, contrairement à ce que raconte Piketty. Alors, on n'est pas du tout les premiers à l'avoir remarqué, hein. Hashimoto, Robinson et quelques autres l'avaient déjà fait remarquer. Ce que nous montrons, nous, en revanche, c'est que si cette inégalité est vérifiée, alors le mauvais équilibre, l'équilibre catastrophique à la Fisher, dont je parlais tout à l'heure, a un bassin d'attraction qui est un ouvert. Autrement dit, si je reprends mon paysage lunaire ici, dès que R est supérieur à G, si vous voulez, le mauvais équilibre n'est plus, par exemple, ce petit point que vous voyez ici, dont le bassin d'attraction est réduit à lui-même, mais ça peut devenir un gros cratère qui est de plus en plus attractif parce qu'il est de plus en plus grand à mesure que R est supérieur à G. Vous voyez. Donc, on restitue, si vous voulez, à l'inégalité R supérieure à G, sa véritable fonction, sa véritable signification dans un contexte dynamique. Et puis, dernière propriété, ce qu'on montre également, c'est que à mesure que la balle de golf, si vous voulez, se rapproche de l'équilibre catastrophique, l'équilibre déflationnaire par la dette, alors la vélocité de la monnaie tend vers zéro. C'est-à-dire qu'on a un effet trou noir. Au fur et à mesure que vous entrez dans le trou noir, le temps s'écoule de plus en plus lentement, ce qui est une analogie avec ce qu'on observe bien en physique théorique. Voilà. Alors, j'ai pas le temps de montrer ça, mais si vous voulez, vous pourrez, je vous laisserai le lien. C'est un lien assez extraordinaire. C'est une conférence de presse donnée par Mario Draghi à l'époque où il était le président de la Banque centrale européenne, où un journaliste suédois, si je me souviens bien, lui pose la question, Monsieur Draghi, est-ce que vous êtes sûr que la BCE aura suffisamment de réserves pour mener sa politique monétaire? À l'époque, c'était ce qu'on appelle le quantitative easing. Et vous verrez, quand vous regarderez la vidéo, Mario Draghi essaye de ne pas rire, parce qu'en fait, la question n'a aucun sens. La Banque centrale européenne crée de la monnaie, elle n'a absolument pas besoin d'avoir des réserves pour créer de la monnaie. Et le voisin à droite de Mario Draghi, lui aussi, au fond, esquisse commence à pouffer de rire, puis se retient pour éviter de ridiculiser le journaliste. Et finalement, Mario Draghi prend un air très sérieux, vous verrez, et dit, en consultant ses notes, oui, monsieur, je peux vous assurer, nous avons suffisamment de réserves. Ce qui est un mensonge, puisque ce ne sont pas les réserves de la BCE qui lui permettent de créer de la monnaie. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo, vous la regarderez, parce que elle est très révélatrice d'une espèce de secret, si vous voulez, qui est bien gardé, qui est que les banques créent de la monnaie, et pas seulement la Banque centrale, mais aussi la Banque centrale. Si vous voulez, c'est une question que vous pouvez vous poser, hein, si vous n'êtes pas économiste, même si vous êtes économiste d'ailleurs, c'est d'où vient la monnaie? Hein, donc, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail de nouveau, mais vous avez beaucoup de théories complètement fausses qui circulent du côté des économistes néoclassiques, conventionnels. La vérité, c'est que la monnaie est créée de manière endogène par le secteur bancaire à chaque fois qu'il accorde des crédits. Les banques créent de la monnaie ex nihilo, ça n'en coûte rien de créer de la monnaie. Et troisièmement, la monnaie n'est jamais neutre. Autrement dit, les variations de la quantité de monnaie en circulation ont un impact sur les variables macroéconomiques du type chômage, dette, croissance, etc. Ces trois propriétés ne sont jamais vérifiées par les modèles néoclassiques. Ces trois propriétés sont évidemment elles aussi absentes du modèle de Meadows, puisqu'il n'y avait pas de monnaie dans le modèle de Meadows. Et donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est des modèles macroéconomiques dans lesquels on vérifie ces trois propriétés, puisqu'elles sont centrales. En particulier, si vous voulez financer la transition énergétique, vous vous posez évidemment la question de savoir comment trouver de l'argent pour la financer. Si vous croyez que l'argent tombe du ciel, vous allez évidemment pouvoir dire, mais non, il n'y a plus assez de monnaie pour financer la transition énergétique. Si vous avez compris que ce sont les banques qui créent la monnaie tous les jours, à chaque fois qu'elles accordent un crédit, la question se pose de savoir comment réorienter le crédit bancaire de manière à financer intelligemment la transition. Évidemment, l'une des conséquences de tout ceci, c'est que l'indépendance de la Banque centrale n'a aucun sens. Si la monnaie n'est pas neutre, alors vous ne pouvez plus désolidariser la politique monétaire de la politique budgétaire. Or, c'est bien ce à quoi conduit le grand mythe de l'indépendance de la Banque centrale, sur lequel nous vivons depuis au moins une trentaine d'années. Voilà. Alors, je vais passer à un autre point, un troisième point, qui est également absent de l'analyse de Meadows, qui est le réchauffement climatique. Chez Meadows, en 72, ce qui pilote au fond les effondrements possibles de l'économie mondiale, ce sont deux choses. C'est d'une part la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles, alors le pétrole par exemple, mais aussi d'autres, par exemple le cuivre, et puis c'est d'autre part la saturation des puits d'absorption de la pollution. Mais le réchauffement climatique est absent. Alors nous, ce que nous avons fait, c'est compléter au fond Meadows avec ce qui n'y est pas, c'est-à-dire le réchauffement. Donc là, si vous voulez, c'est très simple, on a couplé notre modèle macroéconomique qui vous dit quelque chose sur l'output réel, autrement dit le PIB réel, par exemple, avec un modèle climat via, par exemple, cette boucle ici. Donc, dès que vous avez, par exemple, le PIB qui augmente, ça augmente les émissions de CO2.
Donc ça augmente l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère, donc ça augmente le forçage radiatif, donc ça augmente la température, et la température a un impact sur le PIB. Alors, ce qu'on trouve, c'est la chose suivante. Je vais vous montrer juste un résultat qui est évidemment impossible à obtenir avec le modèle de Meadows, qui est celui-ci, qui est une reprise en fait d'un travail qui a été fait par l'équipe de Mora dans Nature il y a quelques années. Ici, vous savez que ça, c'est un travail clinique. Vous savez qu'il y a des combinaisons de température, ça c'est l'axe des abscisses, et d'humidité, l'axe des ordonnées, qui sont mortelles pour le corps humain. Par exemple, si vous avez plus de 40 degrés Celsius, bien, dès que vous avez plus de 25% d'humidité, vous êtes exposé à cette combinaison pendant plus de 6 heures sans pouvoir vous protéger grâce à de l'air conditionné, par exemple, eh bien, vous mourrez. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les zones qui vont être exposées à des combinaisons létales, mortelles de température et d'humidité à la fin du siècle, si on continue sur le scénario du business as usual. Et la réponse est ici, le code couleur est très simple. Si c'est noir ou brun foncé, eh bien, ça veut dire que c'est quasiment tous les jours. Si c'est orange, c'est un jour sur deux. Et si c'est jaune très pâle, c'est de temps en temps, chaque année. Et donc, vous voyez que une bonne partie du bassin amazonien de l'Amérique centrale seront inhabitables le long du scénario du business as usual, mais également une bonne partie de l'Inde risque d'être très difficilement habitable et la quasi-totalité de l'Asie du Sud-Est est condamnée. Mais je souligne également que vous avez la côte sud-est des États-Unis, où vous aurez des conditions létales de température et d'humidité au moins un jour sur trois. Et puis la côte est de la Chine, où là, c'est même plus qu'un jour sur trois, en particulier le long du delta des Trois Perles, qui est un lieu absolument stratégique pour l'économie chinoise. Donc voilà le type de résultat auquel nous parvenons, nous, en faisant des simulations avec un système dynamique non linéaire qui participe exactement de la même philosophie que Meadows, mais qui a introduit un modèle économique que j'ai essayé de vous décrire de manière très fruste. Voilà. Ici, vous voyez plus précisément ce qui se passe. En réalité, l'économie mondiale est attirée le long d'un cratère, donc d'un bassin d'attraction, vers un assez bon équilibre. Et puis, le réchauffement climatique tire la balle de golf hors du cratère. Mais là, il se trouve que dans cette simulation, l'attraction du cratère, si vous voulez, est suffisamment forte pour que la balle n'arrive pas à sortir du cratère et elle finit par reconverger vers le bon équilibre. Ici. Dans cet autre exemple, l'économie est de nouveau piégée dans le cratère d'un bon équilibre, mais cette fois-ci, le réchauffement climatique est tellement puissant qu'il arrive à tirer l'économie hors du cratère, du bassin d'attraction, et à la faire converger vers un autre bassin d'attraction qui, lui, est catastrophique, où vous n'avez plus de salaire, plus d'emploi et plus d'activité économique. Donc ça, c'est un scénario d'effondrement, si vous voulez. La différence avec Meadows, c'est qu'on comprend, si vous voulez, la géométrie de l'espace des phases qui permet de faire en sorte qu'ici, malgré le réchauffement climatique, on reconverge vers un bon équilibre, alors qu'ici, on sort du bassin d'attraction du bon équilibre pour entrer vers celui d'un mauvais équilibre. Alors, je suis obligé d'avancer à toute vitesse. Je dis juste un mot sur le fait que pour faire toutes ces simulations, nous sommes confrontés à une difficulté majeure à laquelle n'était pas confrontée l'équipe Meadows, qui est de mesurer l'impact du réchauffement climatique sur une économie mondiale. Il y a beaucoup de débats entre économistes là-dessus. Là-dessus, nous n'avons pas innové pour l'instant. Nous avons repris ce qu'on appelle les fonctions de dommages qui ont été introduites par les économistes. Vous en avez une qui est complètement irréaliste, mais qui a été introduite par Nordhaus, donc on est un peu obligé d'utiliser, qui vous raconte que si nous avons plus 6 degrés d'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète à la fin du siècle, cela n'entraînera que 10% de perte du PIB mondial réel. Ce qui est évidemment complètement farfelu. Si vous parlez avec n'importe quel climatologue, vous savez très bien que plus 6 degrés, c'est l'apocalypse sur Terre. Alors, vous avez ensuite la fonction de dommage qui a été introduite par Feu Weizmann, qui malheureusement est décédé, qui vous dit plus 6 degrés, c'est moins 50% du PIB mondial. Et puis, vous avez celle de Dietz-Stern, plus 6 degrés, moins 90%. Alors, évidemment, à titre personnel, je pense que Dietz-Stern sont beaucoup plus proches de la réalité, mais c'est très difficile à estimer. Malheureusement, ces trois fonctions de dommage coïncident jusqu'à plus de degrés, donc nous n'avons pas le temps d'attendre pour voir lequel de ces trois économistes a raison. Et par ailleurs, dans mon équipe, nous avons commencé un immense chantier qui consiste à essayer de réécrire cette fonction de dommage de manière plus réaliste. Voilà. Voilà, j'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Je voudrais passer les quelques minutes qui me restent à vous parler également d'institutions économiques, puisque là aussi, c'est un sujet qui était complètement absent du travail fait par Meadows, puisque par construction, il n'y avait pas d'économie, pas de société, et donc pas d'institution. Alors, je voudrais juste rappeler un très beau travail qui a été fait par un collègue français, Bruno Amable, sur la variété ou la diversité des systèmes capitalistes. Les Français adorent se bagarrer sur la question de savoir ce que c'est que le capitalisme et s'il faut en sortir pour mettre en œuvre la transition écologique.
Et donc, ce que montre Bruno Amable, finalement, c'est que il y en a plusieurs et il y a toute une variété en fonction de la place tenue par les marchés financiers, en fonction du droit du travail, en fonction de la présence ou non d'un État-providence, etc. Donc là non plus, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Vous pouvez aller regarder le très beau travail réalisé par Bruno Amable. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que avec le type de modèle que nous construisons, nous, grâce au squelette Stockflow consistant dont je vous ai montré une esquisse tout à l'heure, nous pouvons faire ces distinctions institutionnelles et modéliser des économies plus ou moins envahies par les marchés financiers, plus ou moins financiarisés, avec un marché du travail plus ou moins flexible, plus ou moins rigide, et avec un État-providence, par exemple, plus ou moins présent. Voilà. Et évidemment, du coup, on peut, simuler l'évolution d'une économie en fonction des règles institutionnelles qu'elle s'est données à elle-même. Deuxième remarque que je voudrais faire, toujours sur le versant des institutions, c'est que la plupart des économistes ont pris l'habitude de traiter le monde comme s'il était constitué uniquement de deux biens, les biens privés, deux types de biens, les biens privés que gère la sphère marchande et puis les biens publics que gère la bureaucratie d'État. Vous savez tous que au moins quelqu'un comme Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009, a proposé au moins deux autres catégories de biens, les biens clubs, les biens tribaux, et puis les commons, les biens communs. La distinction entre les deux étant que les biens clubs partagent avec les biens privés le fait que leur accès peut être rendu exclusif. Par exemple, si vous voulez rentrer dans un club d'échecs, il vous faut payer une cotisation. En revanche, à la différence des biens privés, les biens clubs sont non rivaux, c'est-à-dire que si vous entrez dans un club d'échecs, vous ne privez personne de l'accès au club d'échecs. Au contraire, vous constituez un partenaire de plus que les joueurs d'échecs. Et puis les biens communs, c'est le contraire. Les biens communs, leur accès est très difficile, peut très difficilement être rendu exclusif. Par exemple, vous pensez à un étang sur lequel on fait de la pêcherie. Vous ne pouvez pas mettre un garde forestier derrière chaque arbre autour de l'étang pour vérifier que personne ne va pêcher la nuit. En revanche, la consommation peut être considérée comme rivale au sens où si vous allez braconner la nuit, eh bien, vous pouvez briser toutes les chaînes trophiques de reproduction des poissons et il n'y aura plus de poissons l'année prochaine. Alors, ça, c'est la classification, si vous voulez, classique qui a été mise en œuvre par Elinor Ostrom et un certain nombre d'économistes autour d'elle, qui sont plutôt, au fond, des économistes néoclassiques. Première remarque que je voudrais faire, c'est évidemment, il est hors de question d'essentialiser ou de naturaliser cette classification, cette taxinomie. Aucun bien, aucune ressource n'est intrinsèquement ni privée, ni publique, ni tribale, ni commune. Pensez à l'éducation, par exemple, les variations de statut institutionnelle de l'éducation dans l'histoire de l'Europe. L'éducation a été d'abord certainement un bien privé, puis ensuite un bien tribal, puis elle est devenue un bien public autour du XVIIIe siècle, et puis aujourd'hui, elle est en voie de reprivatisation partielle, et l'enjeu, par exemple, de la révolution pédagogique et éducative, qui essaie de se jouer, par exemple, en Scandinavie aujourd'hui, c'est d'en faire un bien commun. Donc la décision de traiter telle ou telle ressource comme un bien privé ou un bien club ou un bien public ou un commun, ça, c'est une décision politique. Pensez par exemple à la réaction face à la pandémie de la Covid-19, mettre en place un vaccin qui ne soit pas gratuit, qui soit payant, ça, c'est une manière de privatiser la santé. Et comme vous le savez, c'est le meilleur moyen de nous rendre tous malades. Voilà. J'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Ce que je voudrais simplement vous signaler, c'est que je vais publier un livre cet automne, le 14 octobre, qui essaye de faire l'histoire, de retracer en tout cas à grande enjambée, l'histoire de l'Europe occidentale à l'aune, à la lumière de ces quatre grandes catégories, en essayant de vous convaincre que, au fond, ces quatre catégories nous permettent de comprendre que une bonne partie de notre histoire institutionnelle, c'est le récit du conflit d'un certain nombre de groupes d'intérêts, par exemple la noblesse, pendant la féodalité médiévale, qui, elle, essaie d'organiser la société selon des critères typiquement tribaux, vous voyez, ici, versus la monarchie, qui, elle, essaie de mettre en place un secteur public, une sphère publique, versus la bourgeoisie citadine, qui, elle, est très, très préoccupée par la question de la privatisation, versus les paysans pauvres, qui, eux, veulent protéger les communs, par exemple les chemins communaux. Et vous savez que le mouvement des enclosures, qui commence très tôt, au fond, en Angleterre, à partir du XIVe siècle, avec la disparition de la charte de la forêt, c'est une manière de détruire les communs au profit de la privatisation et de la tribalisation de la sphère sociale. Voilà, donc là aussi, je ne peux pas entrer dans le détail malheureusement, mais disons, ce que j'essaie de suggérer, c'est que ces quatre catégories vous permettent d'avoir une intelligence de l'économie politique de l'histoire européenne, à mon avis, très renouvelée, dans un contexte où l'Église est omniprésente. Et ce que je suggère, c'est qu'au fond, la sphère privée, la sphère publique, cette sphère-là, c'est une invention ou c'est une réinvention de l'Église au moment de ce qu'on appelle la révolution grégorienne au XIe siècle,
à une époque où on redécouvre au nord de l'Italie le Codex Justinien, c'est-à-dire le droit romain, et où le pape Grégoire VII ordonne l'écriture d'un droit canon, qui est le premier droit moderne européen. Et tous les droits civils de tous nos États contemporains sont des copies du droit canon de l'Église. En d'autres termes, le premier État moderne européen, c'est l'Église, qui ensuite sera imité et copié par la couronne d'Angleterre, la couronne de France et un certain nombre d'autres royaumes, évidemment le Saint-Empire romain germanique, etc. Voilà. Donc là, ici, vous avez par exemple une reproduction des décrétales de Gratien, qui sont le monument romano-canonique du droit canon, rédigé par un moine bénédictin, Gratianus, à la demande de Grégoire VII. Voilà. Je vais devoir sauter sur cette slide-là. Vous pouvez les regarder. C'est un article de Tommaso Padoa-Schioppa, absolument hallucinant. Donc, vous pouvez lire ici en italien. Je vais donner la traduction des bonnes lignes, des bonnes phrases en anglais, qui vous révèle que, à travers le fantasme de la privatisation absolue du monde, qui habite un certain nombre de néolibéraux, derrière ça, en vérité, il y a une spiritualité de la dette primordiale et, disons, une théologie extrêmement mortifère, selon laquelle il faudrait rembourser la dette que nous devons à Dieu parce que nous sommes vivants. J'essaie de développer tout ça dans mon livre. Vous pourrez les regarder. Ça s'appelle Composer un monde en commun et ça sort en octobre. Voilà, où j'essaie de montrer, si vous voulez, le lien entre, ou plutôt le soubassement théologique derrière les catégories institutionnelles que nous utilisons et la très mauvaise théologie qui hante à leur insu un certain nombre d'économistes néoclassiques. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention.